beaucoup de webinaires, de colloques, de séminaires en la matière. Et nous avons, avec le laboratoire de recherche en droit international, juridiction internationale et droit constitutionnel comparé, déjà publié 2 ouvrages collectifs, l'un qui parle sur l'intégration en Afrique et le deuxième parle sur les juridictions africaines en Afrique, juridiction internationale et régionale et sous-régionale en Afrique. Et les 2 ouvrages sont gratuitement mis en ligne à votre disposition. Et donc, le fait justement d'inviter des docteurs, des doctorants, des juristes, des enseignants du continent africain et de la diaspora nous permet de lier beaucoup de connexions, de connaître les autres. On ne se connaît pas assez entre nous, les enseignants et les juristes et les internationalistes du continent africain. Donc, c'est l'occasion justement de faire donc, les liens, de se connaître, de connaître les autres, mais aussi et surtout de mettre en exergue, de mettre en avant les compétences, de mettre en avant les écrits, de mettre en avant le foisonnement juridique en la matière. Et voilà donc 2 thèses de doctorat qui ont été soutenues très récemment, et donc nous aurons le plaisir d'écouter le premier conférencier, Dr Alassane Soufouyanou, pour nous entretenir justement sur les hypothèses de travail et les conséquences et les résultats et les conclusions de son travail sur l'individu dans le système africain de protection des droits de l'homme. Juste après vous, donc le deuxième docteur va intervenir et on va avoir une trentaine de minutes après pour le débat pour donner l'occasion aux participants justement d'entrer en contact avec vous et de poser des questions s'ils le veulent. Docteur, vous avez donc la parole. Bonsoir à tous. Merci, professeur. Alors, je ne pourrais entamer mon propos sans vous remercier infiniment. Je dois dire que je vous ai connu d'abord à travers vos travaux, justement sur le droit de l'Union africaine. Et tout de suite, j'ai décidé de prendre en contact avec vous, un contact qui a été, ma foi, très, très facilité. Je vous en remercie. Et là, c'est également une deuxième occasion que vous m'offrez de discuter sur le droit africain, de collaborer avec vos étudiants, vos collègues et un autre collègue qui vient de soutenir comme moi sa thèse en droit de l'Union africaine. Alors, cela dit, donc je vais aller tout de suite, tout droit au but. Donc, j'ai à vous parler de ma thèse qui porte sur l'individu dans le système africain de protection des droits de l'homme. Alors, je voudrais contextualiser. Mes travaux de recherche s'inscrivent sur deux contextes. C'est que le professeur Maurice Kamto a appelé la décolonisation du droit international et ce que j'appelle avec le professeur Seyd Nouroutal l'africanisation de la recherche et de la pensée juridique. Donc, je pense que votre master dans le domaine est, comme vous l'avez dit, inédit. Et donc, c'est une occasion de parler d'africaniser la recherche. Alors, d'entrée de jeu, il faut reconnaître que la doctrine internationaliste africaine s'est rarement intéressée à la question de l'individu en droit international. Les spécialistes du droit international africain des droits de l'homme ne se sont presque pas du tout intéressés à l'individu. Le système régional a été certes abondamment étudié dans ses aspects généraux, ses particularismes, ses lacunes, ses différences par rapport aux autres mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. S'il est admis que les droits de l'homme sont la grande affaire du monde moderne, pour citer Jacques Mourgeon, il faut aussi reconnaître que même abondamment proclamés, ils demeurent insuffisamment protégés et quotidiennement violés, pour parler comme le professeur René Denis-Segui. Or, l'essence même des droits de l'homme, c'est de placer l'individu et sa dignité au centre des préoccupations les plus importantes. Même le droit international général, qui est la panacée des États, a pu être considéré comme s'intéressant au final aux individus. Car pour Georges Sel, la société internationale est une société d'individus résultant de l'interaction des peuples. Dominique Caro, tirant conséquence de l'avis consultatif de la Cour permanente de justice internationale sur les compétences des tribunaux de Danzig, explique que les États et les organisations internationales ne vont plus avoir le monopole de la subjectivité internationale. Ils sont concurrencés en ce domaine par les individus qui sont au moins des sujets médias du droit international.
41 ans après l'adoption de la Charte africaine, il est plus que jamais nécessaire de s'interroger sur la réalité de la protection de l'individu sur le continent. Certes, le système s'est enrichi de nouveaux patrimoines normatifs et institutionnels qui méritent d'être examinés dans une étude scientifique. De même, la prépondérance des situations de violation des droits de l'homme et la restriction des capacités procédurales des individus nous amène à nous questionner sur la volonté réelle des États africains d'accorder une protection d'envergure internationale à l'individu sur le continent, tout en tirant conséquence de celle-ci au niveau national. Cette question se pose avec acuité en Afrique dans un contexte de double facteur de méconnaissance des droits de l'homme. Je parle évidemment de la pandémie de la COVID-19 qui est en train de finir et du déferlement des coups d'État qui est devenu presque un quotidien en Afrique. Les deux situations sont porteuses des germes de violation des droits de l'homme et souvent du droit tout court. La hiérarchie des normes se trouve bouleversée, la sécurité juridique jetée aux oubliettes et une législation de crise prend place de manière permanente alors qu'elle ne devait être qu'exceptionnelle parce que la situation était exceptionnelle. La question centrale que nous nous sommes posée sur l'individu dans le système africain des droits de l'homme nous amène à nous interroger sur l'effectivité de la mise en œuvre de cette protection. Plus précisément, il s'est agi pour nous d'apprécier la réalité de la protection régionale africaine de l'individu en étudiant non seulement les normes adoptées, mais aussi et surtout les décisions rendues par les institutions régionales et le comportement des États dans la mise en œuvre de ces dernières, donc de ces décisions. Pour trouver une réponse à la question que nous sommes posés, nous avons privilégié les sources brutes, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les protocoles à la Charte, les autres textes autonomes de protection, la jurisprudence de la Cour, de la Commission, du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Bien entendu, nous n'avons pas négligé les écrits doctrinaux puisqu'ils nous ont permis d'avoir les premières pistes d'analyse de notre sujet. Il faut préciser quelques éléments. Au début de nos recherches, la publication des documents sur les sites Internet de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, de la Cour et du Comité était longue à paraître et souvent incomplète. Très malheureusement, la Commission a stoppé la publication des rapports annuels d'activité sur son site Internet. Ce qui fait que les décisions rendues, si elles sont disponibles, se trouvent dans des fichiers distincts. Il en est de même de la Cour. Fort heureusement pour celle-ci, elle publie depuis 2016 un recueil de jurisprudence qui permet de recentraliser les arrêts et avis. Concernant les rapports d'activité, ceux des années antérieures à 2014 sont disponibles seulement en langue anglaise, donc sur le site Internet. De plus, les insuffisances, voire l'inexistence même de véritables mécanismes institutionnels de suivi ne nous permettaient pas d'avoir des informations centralisées sur le sort réservé par les États aux différentes décisions des instances africaines. L'alternative aurait été de nous déplacer dans chacun des États pour trouver des réponses appropriées. Mais certaines difficultés, notamment financières, ne nous ont pas permis de faire ces déplacements-là. Enfin, en dehors des difficultés concernant le support bibliographique, un autre problème bien plus compliqué à résoudre a été l'élaboration de cette thèse. En effet, la rédaction a posé deux difficultés. L'une relative à la méthode d'analyse des données et l'autre relative à l'angle d'attaque du sujet. Relativement à la méthode d'analyse, ce n'était pas évident d'en trouver une pour un sujet dynamique dont les réalités sont changeantes du jour au lendemain. Fallait-il se contenter de décrire le système tel qu'il est? Devrait-on le comparer aux autres systèmes existants pour en tirer les particularismes? Finalement, nous nous sommes rendus compte que l'usage d'une seule méthode pour analyser un sujet aussi complexe serait une erreur. C'est pourquoi nous avons préféré faire usage d'une triple méthode systémique, analytique et comparative. La dite méthode nous a permis d'utiliser toutes les méthodes nécessaires à la compréhension de notre sujet sans qu'une méthode particulière soit exclusive d'une autre. Concernant l'approche, fermer le cercle du raisonnement a été difficile. Il nous a été très difficile de trouver un plan pouvant faire entrer dans cette thèse tous les points essentiels de notre recherche. À l'issue de nos travaux, nos conclusions s'articulent autour de deux idées essentielles. Premièrement,
Le système africain de protection des droits de l'homme dispose d'un arsenal juridique et institutionnel très riche. Les textes contenant les normes de protection consacrent d'innombrables droits pour les individus. De même, des mécanismes diversifiés de garantie sont mis en place pour la sauvegarde et, le cas échéant, la sanction internationale régionale de violation des droits de l'homme. Le système africain de protection des droits de l'homme est certes un système relativement jeune. Des 3 systèmes régionaux les plus connus, c'est le dernier à être institué. Pour autant, ce système ne dispose pas moins d'instruments juridiques au moins aussi révolutionnaires que ses prédécesseurs interaméricains et européens. La volonté de protection internationale des droits de l'homme dans le cadre régional a pour point de départ l'adoption de textes normatifs tantôt de nature contraignante, tantôt relevant de la soft law. L'option retenue par le continent africain, malgré la timidité de l'approche lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, est celle essentiellement du droit contraignant. La charte de l'OIA faisait déjà allusion, même superficielle, aux valeurs des droits de l'homme. Elle disposait que les États africains étaient persuadés que la charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, au principe desquels nous réaffirmons notre adhésion, offrent une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse. Cette affirmation est reprise dans les objectifs de l'organisation qui sont, entre autres, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dès lors, les standards universels en matière de droits de l'homme ont été régionalisés et la coopération continentale devait se développer sous le prisme du respect des droits de l'homme. Mais la vocation protectrice dans le système africain a été amorcée à travers l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Ce texte, véritable instrument de protection internationale, ne se contente pas d'aborder des droits de l'homme en termes de valeurs qui guideraient des actions, mais en tant que patrimoine reconnu à des individus et des groupes d'individus dont la violation par l'État entraînerait des conséquences de niveau international. Dans cette perspective, tout comme les autres systèmes internationaux de protection des droits de l'homme, le système africain a une nomenclature binaire. Celui-ci est composé de normes de protection et d'institutions de protection. Du point de vue des normes, il est loisible à l'observateur de constater que, malgré sa jeunesse, le système s'est enrichi de nombreux textes consacrant de nombreux droits et libertés à l'individu. Inspirés des traditions ancestrales africaines, les textes africains touchent quasiment tous les domaines de protection des droits de l'homme. Texte fondateur du système régional africain de protection des droits de l'homme, la Charte offre une protection générale assez généreuse pour l'individu. Sans succomber à la tentation de l'époque, les rédacteurs de la Charte ont adopté une démarche normative holistique. Docteur, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Il y a une coupure là. Docteur Alassane, vous êtes toujours avec nous? Il y a une petite coupure d'1 minute, c'est pas grave, continuez. D'accord, ok, merci. Alors, donc je disais qu'il s'agit donc d'une protection assez généreuse et complète. Les traités adoptés, qu'ils soient complémentaires de la charte, tels que les protocoles subséquents, ou autonomes, tels que les chartes et conventions dans divers domaines des droits de l'homme et du droit international humanitaire, abordent des aspects aussi divers que variés. Il aborde les questions telles que les droits de l'enfant, de la femme, la protection des personnes âgées, des personnes handicapées, des déplacés internes, des réfugiés et bien d'autres domaines de protection catégorielle et spécifique. D'un autre point de vue, l'internationalisation de la protection des droits de l'homme en Afrique s'est accompagnée d'une institutionnalisation des mécanismes de protection. En effet, des textes consacrant des droits et libertés au niveau international nécessitent des moyens juridiques de suivi et de surveillance, surtout quand ce domaine
la bonne foi des États n'est pas la chose la mieux partagée au monde. Ces institutions animent avec les États la discussion internationale des droits de l'homme. Au niveau des Nations Unies, donc, l'on dénote 10 comités conventionnels chargés de surveiller l'application des conventions sectorielles en matière des droits de l'homme au niveau universel. Au niveau régional, européen et interaméricain, de telles institutions existent, mais doublées d'une dimension juridictionnelle dans la protection. L'Afrique, comme l'Europe et l'Amérique, s'est dotée d'une institution non juridictionnelle de protection des droits de l'homme à l'image des comités conventionnels de l'ONU. L'adoption de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant a enrichi le système d'une deuxième institution quasi juridictionnelle, d'où un double mécanisme de protection para-juridictionnel ou quasi-juridictionnel des droits de l'individu en Afrique. Pendant longtemps, il a été reproché au système africain d'être exclusivement quasi-juridictionnel. L'absence d'une cour régionale en matière de droits de l'homme a longtemps été le caractère qui distingue le système africain des deux autres systèmes régionaux et cristallisé le plus de critiques sur celui-ci. Cela fut corrigé par l'adoption du protocole de Ouagadougou portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en 1998. Cette Cour, comme la plupart des juridictions internationales, est chargée d'une double mission en matière de protection des droits de l'homme. Donc, une mission contentieuse et une mission consultative. Deuxième aspect des résultats auxquels nous sommes parvenus. Un regard sur le mouvement et la mise en œuvre du système de son arsenal juridique et institutionnel nous oblige à nuancer notre propos. À l'analyse, l'on se rendra compte que pour plusieurs raisons, le système peine à protéger efficacement et effectivement les individus victimes de violations de leurs droits par les États. Le volontarisme affiché dans la jurisprudence contraste avec des difficultés de mise en œuvre. Il en résulte ainsi un bilan mitigé de la jurisprudence africaine des droits de l'homme qui n'impacte pas significativement sur les situations des individus. Les États se montrent très réticents, sinon opposés, à mettre en œuvre des injonctions émises par des institutions qu'ils ont eux-mêmes créées, fussent-elles régionales. Faute d'une police continentale dotée du pouvoir réel de contrainte vis-à-vis de l'État, l'individu victime de violations de leurs droits reste donc démuni. Tout ceci entraîne une efficacité relative du système entier, d'où la nécessité de repenser le système institutionnel africain de protection des droits de l'homme. Si l'analyse des normes et des institutions nous a permis de constater sans conteste la volonté affirmée de protection de l'individu, on ne doit pas s'en contenter pour peu qu'on s'intéresse à la qualité de la protection et surtout à son efficacité. À cet égard, force est de constater que des contrariétés altèrent le niveau de protection de l'individu sur le continent. Il est vrai que la pratique de l'ensemble institutionnel de la protection régionale de l'individu n'est pas suffisamment établie pour une analyse durable sur l'efficacité de sa jurisprudence, du moins pour ce qui est de la Cour africaine et du comité. En effet, si dans le cas de la Commission, sa jurisprudence est désormais suffisamment cohérente pour jauger l'efficacité, voire l'efficience, il n'en est pas autant pour les deux institutions, c'est-à-dire la Cour et le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Quoi qu'il en soit, l'analyse approfondie de la jurisprudence rendue par les trois institutions de protection des droits de l'homme permet de rendre compte d'une dynamique protectrice. Ces institutions ont rendu au fond une multitude de décisions de condamnation des États pour violation des droits de l'homme. Dans certaines circonstances, la jurisprudence interprète de manière dynamique et pro-victima les instruments africains et universels de protection des droits de l'homme. Les lacunes des textes sont comblées par une approche audacieuse du contenu normatif. Tantôt, les institutions cristallisent le droit de saisine individuelle là où les textes sont silencieux ou flous à la matière. Tantôt, certains droits laissés sous silence sont déduits plutôt d'autres droits, étant entendu qu'ils en sont partie intégrante. Mais très malheureusement, ces décisions sont souvent laissées lettres mortes, fortes de mécanismes contraignants de mise en œuvre et à défaut de pouvoir compter sur la bonne foi des États pour le respect de leurs engagements internationaux. Ces deux aspects combinés laissent entrevoir une efficacité oblitérée des institutions de protection de l'individu. L'existence d'un système normatif et institutionnel de protection régionale, on l'a vu, est une avancée majeure sur le continent. Cela démontre combien l'individu et ses droits sont
une priorité partagée par la grande majorité des États africains. L'on n'est plus dans cette Afrique qui ne se soucie que de la seule survie des États fraîchement indépendants. Peut-être les décideurs ont-ils compris que les États forts sans individus, forts et libres et épanouis ne sont pas vraiment des États. Les Africains ont désormais entre leurs mains, comme les Européens et les Américains, un dispositif pour intenter des actions juridictionnelles et quasi-juridictionnelles contre les États qui se rendraient coupables des violations de leurs droits et libertés garanties par le système. Ce premier constat est plutôt réjouissant. Si ce premier constat est plutôt réjouissant, force est de constater qu'il est présomptueux de s'arrêter à cela. La protection de l'individu va au-delà de la simple existence du dispositif normatif et institutionnel. Encore faudrait-il que ce dispositif produise des résultats probants. Or, à la lecture des décisions produites par les institutions régionales de protection des droits de l'homme, force est de reconnaître que beaucoup reste à faire. Pour des raisons liées au caractère de leurs décisions et au comportement des États, les organes quasi-juridictionnels offrent une protection incertaine. Les décisions du seul organe juridictionnel continental ne connaissent pas un sort véritablement meilleur. Les arrêts rendus par cet organe sont certes obligatoires, mais cette obligatoriété n'est pas accompagnée de la contrainte nécessaire pour obliger les États à les mettre en œuvre, ce qui rend inadéquate donc la protection juridictionnelle de l'individu. Au regard du développement de la coopération régionale sur le continent et de la dynamique des relations internationales extra-africaines, des réformes du système de protection des droits de l'homme sont amorcées. On assiste en effet à une pénalisation du droit international africain. Cette pénalisation n'est pas sans conséquence sur le statut international de l'individu en droit africain. Ainsi, des infractions typiquement africaines n'existant nulle part ailleurs en droit international ont été créées pour prendre en charge certaines préoccupations liées à la bonne gouvernance, à la lutte contre l'impunité, à la sécurité et à l'intégrité des territoires. Idéalement, ces réformes, en permettant la poursuite des individus pour la commission de certaines infractions graves, dénotent d'une avancée dans la protection africaine de l'individu. Mais à y voir de près, ces réformes sont porteuses des germes de politisation et d'instrumentalisation. Cela rend le devenir incertain pour la protection africaine de l'individu, surtout en l'absence d'alternatives. Depuis sa mise en place, le système régional africain de protection des droits de l'homme ne cesse de subir des mutations. Certaines sont nécessaires parce qu'elles réglementent des domaines de protection des droits de l'homme non encore pris en compte par le système actuel. D'autres, par contre, leur opportunité est sujette à des questions existentielles. Elles concernent le système institutionnel de l'Action Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Son champ de compétences se verra élargi vers des aspects pénaux et de droit international général. Nonobstant les objectifs avoués et inavoués, ces réformes, à n'en point finir, risquent de rendre encore plus incertaine la protection de l'individu dans le système judiciaire régional de protection des droits de l'homme. Une pénalisation du système s'est opérée dans un contexte de contestation régionale de la justice pénale universelle par le biais de la CPI et du régime de la justice pénale étrangère européenne dotée de la compétence universelle. L'une comme l'autre est accusée d'être un instrument de l'impérialisme occidental dirigé contre les responsables politiques africains. Et la réforme telle qu'instituée semble être le prolongement de cette contestation, plus que l'affirmation d'une volonté réelle de lutte contre l'impunité sur le continent. En parallèle du système régional se développent des systèmes communautaires de protection des droits de l'homme au sein des communautés économiques régionales. Ces systèmes qui poursuivent des objectifs d'intégration pleine et entière des sous-régions quasiment homogènes se posent en alternative du système continental. Leur origine communautaire offre un degré d'acceptabilité des décisions par les États. De même, l'accès de l'individu et des ONG semble être plus libre de manière générale que devant les institutions juridictionnelles continentales. Par contre, malgré le caractère communautaire, les contestations des États demeurent présentes quant à la mise en œuvre pleine et entière des arrêts et recommandations et de condamnation.
de ce qui précède, on se rend aisément compte que la dynamique pénale du système est ambivalente, alors que l'alternative communautaire s'avère édulcorée. Autrement dit, tout part et revient à l'État dans la protection internationale des droits de l'homme et dans la protection interne des droits de l'homme. Voici ainsi présenté l'économie générale donc, de notre thèse. Elle contient donc, notre point de vue contient certainement des insuffisances, on pourra en discuter. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté avec grand intérêt. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie pour avoir respecté le timing, 30 minutes pile, et pour avoir fait l'économie de cette véritable thèse dans laquelle, pour ceux qui sont venus un peu en retard, vous mettez en évidence le contexte, vous mettez en évidence les sources, vous mettez en évidence les défis, les difficultés, la méthode, l'approche et surtout la thèse. Dans une première partie, vous l'avez bien dit, cela consiste justement à mettre en évidence la profusion des normes, des textes, un arsenal juridique très riche, vous l'avez dit, une protection à la fois générale et spécifique, mais aussi vous mettez en exergue la multiplication des institutions à la fois judiciaires et quasi-judiciaires. Ce que j'avais beaucoup admiré, c'était la deuxième partie nuancée. C'est là où vous parlez justement des difficultés de mise en œuvre, de grands problèmes de tout ce droit de l'Union africaine et de toute l'Afrique. C'est justement, surtout en matière de droits humains, de bonne gouvernance, de démocratie, c'est de rallier la parole à l'action et c'est de mettre en exergue justement tout cet arsenal juridique impressionnant. Tout le problème est un problème de mise en exécution, mais aussi disons, de mettre les décisions de la Cour, la jurisprudence de la Cour qui quand même est en train de connaître beaucoup d'extension et beaucoup de consistance. Vous l'avez si bien dit, on n'a pas de pouvoir contraignant, tout passe par la bonne volonté des États et Dieu sait à quel point les questions de droits humains est une question sensible en Afrique, une question qui gêne, une question taboue, une question où les États africains font justement tout à fait le contraire de ce que disent les textes. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de parler de ce souffle de réforme. Le vent des réformes souffle. Et donc, vous parlez un peu des questions de la justice, de la réforme de la justice, de tout ce qui se passe au niveau de la fusion de la future Cour africaine des droits de l'homme, de justice et des droits de l'homme avec la section pénale. Vous parlez aussi de l'atout du droit communautaire sous-régional et qui pourra justement être, entre autres, des palliatifs et des solutions à ce grand problème de mise en œuvre, de difficulté de mise en œuvre. En tout cas, il y aura certainement des questions parce que j'ai plein d'étudiants qui travaillent sur des thématiques connexes et j'espère que votre thèse sera publiée le plus vite que possible pour que justement on puisse bénéficier de ce document extrêmement intéressant en la matière. Les questions de droits de l'homme sont toujours des questions à l'ordre du jour. Et surtout, il y a des évolutions, il y a des choses à dire au niveau du continent africain, au niveau de l'Union africaine, vis-à- -vis de la réforme des organes, mais aussi la réforme des mentalités, parce que lorsqu'il s'agit des droits humains, sans commencer un débat, je pense que tout passe par une révolution des mentalités qui doit se faire pour pouvoir justement aller vers un état de droit qui serait le même dans tous les pays africains. En tout cas, on pourra discuter par la suite. Je vais maintenant tout de suite donner la parole à notre deuxième invité, le docteur Omar Kourouma, qui est guinéen et qui travaille au Maroc et qui a fait une véritable thèse aussi, qui a un aspect extrêmement intéressant, surtout au niveau de la philosophie du droit et de la sociologie du droit, et qui est intitulé Contribution à l'étude de la formation des utilisations du droit international africain moderne, une perspective sociologique et historique. Et donc, on vous accorde une trentaine de minutes pour nous présenter votre thèse. Docteur, à vous la parole. D'accord. Alors, je vais partager un écran avec vous. Rapidement, une fenêtre. Ok. Alors, rebonjour à tous et bonjour à notre cher professeur Hajar Geldish.
Je suis très ravi d'être là aujourd'hui et justement de pouvoir partager ce moment avec vous. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité justement que vous m'offrez pour pouvoir justement diffuser ou communiquer en tout cas sur ce travail que j'ai essayé d'effectuer, mais aussi vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire pour la réussite justement de ce travail, parce que euh, notre, disons, notre collaboration n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le Luxembourg, j'avais commencé déjà à échanger avec vous dans le cadre d'un groupe de recherche de chercheurs africains avec nos collègues du Canada. Donc, après, vous m'avez beaucoup aidé en m'aidant justement à accéder à un certain nombre de documents, voilà, des sources primaires concernant les travaux que votre prestigieuse institution réalise en matière de droit international en Afrique. Donc, voilà, je voudrais vous remercier d'entrée pour tout ceci. Alors, aujourd'hui, justement, je vais vous faire une présentation, une synthèse justement de ce que j'ai pu effectuer comme travail dans le cadre de ma thèse, qui s'intitule Contribution à l'étude de la formation et des utilisations du droit international africain moderne, une perspective sociologique et historique. Donc, depuis que j'ai vu justement le nom de votre master, je me suis dit, voilà, disons, une innovation exceptionnelle sur le continent, un master dédié au droit de l'Union africaine et qui permet justement de mettre en avant ce qui se fait sur le continent en matière de droit international. Donc, mon travail vise justement à contribuer à ce travail que vous êtes en train déjà d'effectuer, à la fois au sein de votre master, mais aussi pour tout ce que vous faites dans le cadre de l'Union africaine. Alors, dans le cadre de ma présentation, je vais toucher essentiellement 3 points. Dans un premier temps, je vais essayer de présenter le cadre introductif de ma recherche. Ensuite, je présenterai les résultats, puis un peu aussi les perspectives. Alors, pour ma recherche, le contexte aussi, c'est que depuis 1960, bon, ça c'est l'année, la grande année en tout cas de l'accession qui est retenue pour parler de l'accession des États africains à l'indépendance. C'est là on a un premier lot d'États très important, même si le processus commence un peu avant. C'est l'année à laquelle les États africains accèdent à l'indépendance, et depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, on a une seule étude principalement systématique de la pratique des États africains en matière de droit international. C'est le travail effectué par le professeur Joseph-Marie Bopon-Oum, le Camerounais, avec le titre Le droit international africain. Mais retenons que ce travail-là a été effectué juste moins de 10 ans après ces premières années d'indépendance des États africains. Et donc, pendant cette période, on se posait encore la question, est-ce qu'il existe un droit international africain? À quoi pouvait ressembler ce droit international africain? Et donc, cette première étude donnait quelques idées, sans nécessairement voilà, dire de manière un peu plus approfondie, aboutie, ce qu'était ce droit international africain. Mais aussi, il y avait une autre difficulté, c'est que nous sommes à un moment où l'universalisme dominant voudrait qu'on ne parle pas justement de droit international régional, même si ces pratiques pouvaient exister, mais que le tout se fasse appeler tout simplement droit international pour exprimer l'universalité du droit international. Mais nous savons que cette discussion n'a pas commencé avec le travail du professeur Bipungum. Déjà, Alejandro
Alvarez, qui est un juriste chilien d'Amérique latine, avait déjà publié un ouvrage au 19e siècle, début 20e siècle, qui était intitulé justement le droit international américain, et dans lequel il annonçait justement le fait qu'il existe justement un droit international africain, asiatique et européen, et un droit international américain. Mais ce qui est important, c'est que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous conscients du fait que la pratique des États africains s'est énormément développée, des textes ont été publiés, nous disposons d'une commission de l'Union africaine pour le droit international, et donc des travaux sont aussi réalisés, donc des traités sont aussi produits. Et donc, sans aucun doute, il y a quelque chose, une matière qui existe, qui peut être appelée justement droit international africain. Donc, le premier, disons, intérêt, c'est que cet élément-là n'était pas encore étudié de manière systématique, n'était pas encore véritablement identifié ou clairement identifié. Donc, on ne savait pas comment, disons, ce processus-là s'était véritablement réalisé. Donc, le premier intérêt de mon travail, justement, c'était de pouvoir porter un regard sur cette expérience de plus de 60 ans aujourd'hui. Deuxième élément, c'est que ce travail qui a été, disons, les travaux qui ont été réalisés en matière de droit international africain ont été réalisés, bien sûr, avec un certain nombre d'outils théoriques et méthodologiques dominants au sein, disons, de la communauté des praticiens. Et donc, l'objectif était aussi d'interroger un peu ces différents éléments et voir dans quelle mesure il peut y avoir une possibilité de renouvellement de ces éléments. Alors, l'autre élément aussi, c'est de voir aussi avec les évolutions, bien sûr, de la pensée théorique sur le continent, surtout aujourd'hui, que ce soit en matière de philosophie et d'épistémologie, comment un certain nombre de concepts peuvent aussi contribuer à renouveler la pensée juridique sur le continent et faire en sorte que cette pensée-là puisse être en grande partie en phase avec les défis du continent en ce 21e siècle. Donc, ce sont là un peu des éléments qui permettent justement de voir quelque part l'intérêt du travail que je m'apprêtais à effectuer. Il y a aussi, sans aucun doute, l'idée d'avoir une discipline qui puisse s'appeler droit international africain, ou comme d'autres le diront, droit international en Afrique, mais quand même qui soit institutionnalisé et donc qui ait ses propres outils sur le plan théorique, sur le plan conceptuel, sur le plan méthodologique, et qui soit véritablement structuré. Donc, pour pouvoir mener justement ces différents travaux, il me fallait tout d'abord essayer d'identifier un peu mon objet d'étude, ce droit international africain, qu'est-ce que ça devait être. Donc, il y a une première définition qui a été donnée à ce droit avec le travail du professeur Bipungum, qui en faisait un droit essentiellement interétatique, c'est-à-dire c'était l'ensemble des règles qui sont produites par les États africains et qui régissent aussi leur rapport. Donc, dans cette définition, ce qui était essentiellement mis en avant, c'était les États africains et les règles qui régissent leurs relations. Mais en essayant de voir la pratique de ces États concrètement parlant, et aussi en essayant de se situer dans un cadre historique, nous nous sommes dit que la définition qui pouvait être donnée à ce droit, ou en tout cas notre tentative de définir ce droit, voudrait que ce droit soit conçu comme un droit qui ne soit pas juste interétatique, mais plus qu'interétatique. Alors,
plus qu'interétatique parce que, les sujets de ce droit, et on vient d'écouter tout à l'heure notre collègue le docteur Hassan, c'est que les sujets de ce droit ne sont plus ou ne sont pas seulement des États. Et comme nous le verrons devant, la production ou en tout cas le rapport des sujets ou des acteurs des relations internationales africains au droit international n'a pas véritablement commencé par les États africains. Et donc, ça a commencé par des acteurs non étatiques. Donc, raison pour laquelle, pour nous, le droit international en Afrique ne peut pas être juste un droit interétatique. Donc, ça, c'était un premier point. Deuxième élément, ce n'est pas un droit qui est produit juste par les États africains, mais c'est aussi un droit approprié. Alors, ces termes, je vais les expliquer plus tard lorsque je vais commencer à parler des résultats de cette recherche. Troisième élément, c'est que ce sont c'est un droit qui est produit par les acteurs des relations internationales africaines. Et quatrième élément, c'est que c'est un droit qui a une finalité, plusieurs finalités plutôt, celui ou celle de répondre aux besoins collectifs et individuels des États africains. Alors, tous ces éléments sont importants. On le verra que déjà cet élément de définition, c'est aussi pour être cohérent avec le cadre général de cette recherche. Alors, pour pouvoir justement mener ce travail-là, nous sommes posés un certain nombre de questions. D'abord, en regardant ce qui a été fait depuis les années 70 par le professeur Bipungwom, bien sûr par d'autres travaux tels que la contribution du juge Elias Taslim, le Nigérian, qui fut l'un des premiers Africains à la Cour internationale de justice, qui a aussi travaillé sur la contribution des États africains, disons, à la production du droit international. L'ensemble de ces travaux ont été réalisés à une période très reculée. En tout cas, quand on est juriste et on voit, disons, la rapidité par laquelle le droit se développe, et notamment pour ce qui concerne le continent africain, tout ce qui a été effectué jusqu'à aujourd'hui. Donc, au regard de tout ce qui a été fait, on s'est rendu compte, et là je reviens un peu à ce que j'avais dit dès le départ par rapport à l'intérêt de cette recherche, c'est qu'il n'y avait pas eu justement un travail véritable qui permet justement de systématiser la pratique des États africains depuis toutes ces années, ou en tout cas d'interroger justement cette pratique-là, en essayant de poser ces trois principales questions, c'est-à-dire comment le droit international africain s'est-il constitué? Donc, de quoi ce droit est-il constitué et à quoi sert-il? Donc, pour nous, il y a là plus ou moins une rupture avec l'interrogation initiale qui était prédominante, où on essayait de se demander est-ce que ce droit international-là existe, et si il existe, quelles sont ses caractéristiques. Donc ici, notre objectif principal n'est pas de justement dire ou de débattre ou de discuter de la problématique de l'existence du droit international africain, parce qu'après des travaux ont été réalisés, tels que le travail du professeur du Congolais Kizadi, par exemple, qui disait que pour lui, ce débat-là est pratiquement dépassé, et dans son article, il fait des démonstrations, en tout cas par les textes du droit positif, du droit international positif africain qui existe, par les travaux qui sont effectués par les institutions, et donc pour lui, cette question ne se posait plus. Donc aujourd'hui, avec le foisonnement des travaux, y compris au niveau de la doctrine, cette question ne devait plus être pour nous, en tout cas, disons, la question centrale qui devait nous préoccuper. Ce qui devait nous préoccuper, c'était de savoir comment, en tout cas, vu que ce droit international-là existe, comment ce droit international-là a pu avoir jour, a pu exister, s'est-il constitué.
Donc, c'était pour nous l'une des questions centrales. Et si on pose cette question aussi, on devrait savoir quels étaient justement les éléments par lesquels ce droit international-là était constitué. Et troisième élément, quelles étaient véritablement ses fonctions dans les relations internationales africaines. Donc, pour apporter des éléments de réponse, un certain nombre d'idées principales ont été, dès le départ, avancées pour justement conduire la recherche qu'on allait effectuer. Le premier élément, c'est d'abord le caractère social du droit international africain. C'est un droit essentiellement social. On verra après justement comment cette idée va être défendue dans le cadre de ce travail. Deuxième élément, c'est un produit de l'histoire. Donc ça, il y a tout un ensemble de processus par lesquels justement ce droit, de processus historiques par lequel ce droit international-là s'est constitué. Troisième élément, c'est le fait que c'est un droit qui essaye, en tout cas pour son contenu, d'articuler des formes et des structures. Donc, il y a justement un certain nombre d'éléments formels dans lesquels un certain nombre de contenus sociaux sont traduits. Et donc, ce qui permet de donner corps à ce droit international en tant que complexe juridique. Et donc, c'est des termes sur lesquels justement on va aussi revenir pour la démonstration. Et enfin, c'est un droit qui remplit un certain nombre de fonctions, qui lui sont assignées par les acteurs mêmes qui sont ses producteurs. Les acteurs qui l'élaborent lui assignent donc un certain nombre de fonctions qui sont essentiellement des fonctions sociales. Voilà donc les principales grandes idées autour qui allaient conduire plutôt la recherche qu'on allait effectuer. Et donc, vous pouvez dès là voir déjà quelle allait être plus ou moins l'orientation de cette recherche sur les plans théoriques et épistémologiques. C'est-à-dire que pour pouvoir mener cette recherche-là, il a été nécessaire de se déployer dans le cadre des théories critiques du droit international, notamment, disons, l'approche réaliste du droit international. C'est une approche qui a été développée à la fois aux États-Unis, mais aussi qu'on retrouve, et c'est ce qui est intéressant, dans la tradition doctrinale, juridique doctrinale africaine, avec les premiers internationalistes africains, que ce soit Mohamed Bejaoui, que ce soit le professeur Benouna, ou encore dans une certaine mesure, on la retrouve, cette tradition critique aussi chez Maurice Kamto, ou encore le professeur Lagmani en Tunisie. Et donc, il y a tout un ensemble de traditions critiques en Afrique et de rapports réalistes en matière d'analyse ou d'étude, en tout cas, du droit international. À côté, nous avons la théorie réaliste et l'école anglaise en relations internationales, parce que le cadre disciplinaire dans lequel nous nous inscrivons, c'est essentiellement la sociologie et l'histoire du droit international. Et dans le cadre de ces deux disciplines, certains même ont appelé la sociologie du droit international comme étant les relations internationales appliquées au droit international. Donc, ça veut dire que quand on analyse le droit international sous cet angle-là, on a nécessairement à faire recours à un certain nombre d'outils méthodologiques, conceptuels, qui viennent justement des relations internationales. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on ne regarde pas le droit de l'intérieur. On regarde aussi le droit de l'intérieur, c'est-à-dire le droit positif, ce qui a été produit et ce qui existe réellement. Et donc, on fait recours aussi au positivisme juridique. Donc, avec ce cadre théorique et épistémologique, des outils méthodologiques aussi ont été élaborés justement, ont été mobilisés aussi pour pouvoir mener à bien cette recherche.
Donc, ces outils sont fondamentalement l'induction et qui nous permet justement de pouvoir construire un certain nombre de concepts dans le cadre de ce travail, mais aussi le fait de mettre en exergue les rapports de force et aussi les structures. Ce sont des éléments qui sont essentiels dans une analyse historique et sociologique du droit international. Et de l'autre côté, on fait recours à la dogmatique juridique parce qu'à un certain moment de notre réflexion, on travaille comme le juriste traditionnel tel que mieux connu dans nos pratiques. Puis, nous avons, puisqu'il s'agit justement d'une analyse critique du droit international, donc il y a les méthodes de la déconstruction. Alors, c'est vrai que du côté du père de ce concept-là, la déconstruction n'est pas une méthode. Mais il est vrai qu'en droit international, depuis, encore une fois, les États-Unis, la déconstruction a été déployée justement en droit international pour justement, encore une fois, rendre compte d'un certain aspect de certains aspects du droit international, notamment ce qui peut se cacher derrière le discours du droit international, derrière les structures. Il y a aussi la méthode de la défétichisation que nous empruntons à Karl Marx et aux marxistes, qui permet justement aussi de désacraliser quelque part le droit international, de dédogmatiser un certain concept du droit international afin de les rapprocher à la réalité. Donc, avec l'ensemble de ces outils, nous avons un rapport plus ou moins différent des sources du droit international. Nous savons que traditionnellement, ou en tout cas dans la pratique dominante, les juristes aiment se référer à l'article 38 de la Cour, des statuts de la Cour internationale de justice, qui donne une sorte d'hiérarchie. Alors, il y a un débat là-dessus, est-ce que c'est une hiérarchie ou non, des sources du droit international. Et donc, on part d'abord, on privilégie le plus souvent le droit positif, en tout cas les sources formelles, puis on peut s'intéresser à la doctrine et autres éléments. Dans notre travail, pour tous ceux qui vont lire ce travail-là après, comprendront que la doctrine prend une place essentielle dans ce travail. Cela, c'est aussi le résultat d'un positionnement théorique, épistémologique, méthodologique dans notre travail. Parce que pour nous, en tant que réalistes, en abordant le droit sous l'angle du réalisme juridique, la doctrine joue un rôle aussi important et peut-être parfois plus important que le droit positif. Donc, avec tous ces éléments, notre thèse s'est articulée autour de deux points essentiels. La première, c'est, disons, la Société internationale africaine comme cadre socio-historique de formation du droit international africain. Donc, aux origines de la complexité. Et la deuxième partie, c'est la configuration et les fonctions de l'ordre juridique international et régional africain. Donc là, nous essayons de mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas un ordre juridique qui naît d'un mimétisme ou un ordre juridique qui soit complètement harmonisé. C'est plutôt un complexe juridique, c'est plutôt un droit-outil qui est en phase. Donc, l'ensemble de ces éléments nous ont permis d'effectuer un certain nombre de développements, de démonstrations qui ont permis d'obtenir les résultats suivants. Alors, dans un premier temps, le premier élément, en tout cas obtenu dans le cadre de cette recherche, c'est d'abord l'élaboration du concept de société internationale africaine. Alors, c'est un concept qu'on peut retrouver dans un certain nombre de travaux. Chez Bipungwum, on parle de société d'État. Dans la sociologie des relations internationales du professeur Luc Sinjoun, on parle de société internationale africaine. Mais aucun de ces travaux n'a véritablement élaboré le concept de société internationale africaine ou nous dire
ce que devrait être justement cette société internationale africaine. Or, comme vous le savez bien, dans la conception sociologique du droit, le droit est toujours le produit d'une société. Et en tant que produit de cette société, pour comprendre souvent la nature du droit et la pratique qui en est faite, souvent il faut se référer justement à cet élément, à ce cadre-là qui est, disons, le cadre sociétal. D'où justement la nécessité pour nous d'élaborer justement ce concept. Donc, dans le cadre de cette partie, nous avons essayé déjà de dépasser justement les difficultés que l'on a en droit international en matière de conception de la société internationale ou de la communauté internationale. Donc, nous avons compris que les juristes, quand ils utilisent en grande partie le concept de société internationale ou de communauté internationale, c'est moins pour donner une explication sur le fonctionnement du droit international que pour justifier un ordre juridique, surtout avec le concept de communauté internationale. Et donc, cela nous conduisait à considérer qu'on ne pouvait pas recourir à la conception de la société internationale ou de la communauté internationale telle que développée dans la tradition, dans la doctrine juridique depuis les scolastiques espagnols jusqu'à l'époque actuelle. Alors, il y a une certaine nuance peut-être à apporter à ce niveau, c'est que les sociologues du droit international se démarquent un peu sur ce plan. Donc, quand ils parlent de société internationale, c'est vraiment en grande partie dans une perspective sociologique qui permet d'en faire un outil d'explication justement en matière d'analyse du droit international. Donc, nous sommes inscrits dans cette perspective-là. Et donc, on a pu voir les travaux effectués à la fois en droit international et en relations internationales, qui nous a permis justement de dépasser les conceptions qui existent en la matière, que ce soit en relations internationales ou en droit international, pour pouvoir proposer une idée, en tout cas une conception de la société internationale africaine qui tient compte de la structure de celle-ci, de la distribution de la puissance dans cette société. Alors, d'aucuns pourraient se demander qu'est-ce que le concept de puissance pourrait faire là. Le concept de puissance étant un concept structurant en relations internationales, et le droit international, dans une perspective sociologique, étant produit dans le cadre justement de ces relations, a un lien direct avec le concept de puissance. Et donc, cela peut se voir justement, y compris dans la pratique du droit international en Afrique. Le deuxième élément, le deuxième travail effectué justement dans ce cadre-là, c'est qu'il fallait défétichiser aussi le concept de puissance, parce que pour certains spécialistes des relations internationales, ce concept n'a pas d'effectivité sur le continent africain ou dans les relations internationales africaines. Donc, il fallait dépasser justement ces conceptions et considérer justement les derniers développements en la matière sur le concept de puissance qui permettent de voir les limites d'une conception figée de ce concept-là et de considérer qu'en Afrique, il existe justement des puissances qui peuvent être des puissances bénignes, qui se déploient, qui peuvent être des puissances coopératives aussi, qui se déploient, et donc qui permet de comprendre les comportements juridiques des États africains en matière de relations internationales. Donc, ceci, dans le cadre de cette partie, l'autre élément qu'on a pu aussi proposer, c'est le modèle de la puissance tricéphale. C'est-à-dire, en analysant les États africains, on a pu déceler que du fait de la structuration de la société internationale africaine à 3 niveaux, c'est-à-dire un niveau sous-régional, un niveau régional, puis un environnement global, ce sont des États qui adoptent 3 comportements vis-à-vis du droit à ces 3 niveaux. Et donc, notamment pour les États les plus importants en termes de puissance sur le continent, c'est-à-dire par exemple le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et d'autres États qui ont
un certain nombre de points ont le plus souvent justement 3 casquettes quand ils se comportent vis-à-vis du droit international sur le continent. D'où donc ce modèle de la puissance tricéphale. Alors, tous ces éléments nous ont permis justement de pouvoir définir la société internationale africaine comme la totalité complexe et dynamique qui a été formée sur le continent africain, qui regroupe les relations à la fois de coopération mais aussi des relations conflictuelles par lesquelles les acteurs des relations internationales africaines interagissent. Et de cette interaction, ils produisent des structures qui ont des contenus à la fois en termes de principes, en termes de valeurs, de représentation, mais aussi d'intérêts. Et donc, ces contenus gouvernent justement les structures qui sont produites par ces acteurs. Donc, voilà un peu comment ce travail a essayé donc de concevoir ce que l'on pourrait appeler société internationale africaine. Alors, l'autre résultat de ce travail, ou les autres résultats de ce travail peuvent être retrouvés au niveau du concept de conscience juridique internationale africaine. Alors, ce concept aussi apparaît dans un certain nombre de travaux, notamment le travail du professeur Bipoumoum aussi, mais qui est ancré dans une perspective qu'on appelle ethnophilosophique. C'est, disons, la perspective qui essaye de se baser sur des éléments anthropologiques pour, disons, expliquer un certain nombre de fonctionnements sociologiques des sociétés africaines ou même des individus. Il s'est basé essentiellement, par exemple, sur les travaux de l'écrivain et philosophe sénégalais Léopold Sédar Senghor, donc qui tentait en tout cas d'expliquer de certaine manière la manière de penser des Africains. Mais nous savons que dans ce travail-là, on restait essentiellement focalisé sur ce qu'on appelait entre griffes l'Afrique noire. Et donc l'Afrique n'était pas considérée dans son ensemble. Donc c'est pourquoi pour nous c'était essentiel de dépasser ce cadre-là. D'abord, de se détacher des considérations de type anthropologique et de passer à des considérations beaucoup plus sociologiques. Et donc, ce travail pour pouvoir élaborer ce concept de conscience juridique internationale africaine s'est basé beaucoup plus sur des travaux réalisés par un certain nombre d'écoles, l'école Legal and Society aux États-Unis, ou Legal Conscientiousness aux États-Unis aussi, qui ont essayé d'analyser comment les individus ou les entités ou les sujets du droit réagissent ou interagissent avec les règles de droit. Et donc, ces travaux, à la fois sociologiques, mais aussi de la psychologie sociale aussi, ont permis de développer un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre les rapports des acteurs ou des sujets de droit vis-à-vis des règles de droit. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous sommes inscrits pour réélaborer ce qu'on pourrait appeler justement la conscience juridique internationale africaine. Et donc, ça nous a permis de proposer ce qu'on appelle les attitudes conscientes. Les attitudes conscientes qui peuvent être qui peuvent permettre justement d'expliquer les rapports que les États africains ont avec les règles de droit, que ce soit les règles de droit produites sur le continent ou les règles de droit produites à l'extérieur. Donc, qui sont des rapports, disons, des comportements rationnels, instrumentaux, mais aussi des comportements d'extraversion. C'est-à-dire le fait de récupérer une norme, de la réutiliser à son avantage pour atteindre un objectif bien déterminé. Donc, ça se fait dans le cadre, par exemple, des droits de l'homme ou bien dans les règles qui sont élaborées en matière de démocratie. Donc, tous ces éléments nous ont permis de sortir de l'idée que le droit international en Afrique est produit par mimétisme, parce que c'est aussi, disons, l'un des discours qu'on peut entendre à plusieurs endroits. Alors, l'autre élément, contribution de ce travail, c'est le renouvellement du cadre conceptuel de l'État africain
dans une perspective critique. Alors, lorsqu'on analyse, et mon prédécesseur l'a souligné, cette idée de décolonisation inachevée que le professeur Camteau met en avant justement dans l'une de ses conférences au Canada, est une idée qui fait sens justement dans ce travail-là pour penser autrement l'État africain. L'État africain, lorsque vous l'intégrez au cadre conceptuel dominant en droit, qui définit un certain nombre d'attributs, tels que la souveraineté, tels que l'existence d'un territoire qui soit bien délimité, tels que l'existence d'une population qui soit aussi bien connue, bien identifiée dans ce cadre-là, avec un gouvernement bien établi, et vous appliquez ces éléments à la réalité de l'État africain, vous comprenez que il y a justement un défi que cette réalité pose au concept même d'État en droit international. Donc, cette réflexion a essayé, ou cette recherche-là a essayé justement de poser une idée d'État qui ne soit pas un État figé, qui ne soit pas une idée figée. Et donc, l'État peut bien exister, peut être un acteur essentiel, mais avec un élément, disons, avec une souveraineté qui soit beaucoup plus élastique, avec des populations qui ne restent pas cantonnées dans le cadre d'une frontière, des limites strictement définies. Et c'est le cas en Afrique. Nous savons que les populations, du fait de l'histoire des frontières africaines, sont des populations qui ont parfois des liens forts avec d'autres populations se trouvant de l'autre côté de la frontière que des populations se trouvant sur leur propre territoire. Et donc, c'est des éléments qui permettent de remettre en cause le principe même le lien qui doit exister entre les citoyens et leurs propres États et leurs concitoyens dans le cadre de la conception de l'État moderne. Donc, ce sont des éléments qui ont été justement avancés dans le cadre de ce travail. Et nous avons pu obtenir ce qu'on a appelé le paradoxe de l'État africain. C'est-à-dire que malgré ses faiblesses, malgré ses difficultés, l'État africain demeure, disons, le sujet principal du droit international africain et même l'acteur essentiel des relations internationales africaines. Et donc, ça crée un paradoxe qui doit être compris justement dans le cadre de la complexité à la fois du droit international africain, mais aussi des relations internationales africaines, cadre dans lequel justement ce droit-là est développé. L'autre élément, ou en tout cas les autres résultats obtenus dans le cadre de ce travail, c'est la caractérisation du processus d'élaboration du droit international africain. Alors, cet élément est très important. À partir du moment où on est parti de l'idée que ce droit n'est pas le produit d'un mimétisme et que c'est un droit qui est produit sur la base d'une conscience juridique internationale, donc le processus d'élaboration de ce droit devrait justement refléter ces différentes considérations. Et donc, à partir de la conscience juridique internationale africaine, on a un certain nombre de comportements sociologiques qui sont développés, que nous avons appelés justement les attitudes conscientes. Alors, qui sont importants dans le processus d'élaboration du droit international africain. Alors, ces comportements, ça peut être la contestation, ou encore l'appropriation, ou encore la recréation, et enfin la création. Alors, la contestation, c'est que quand les États africains deviennent indépendants, nouvellement, il y a un certain nombre de règles de droit international qui les précèdent. Ce sont des règles du droit international du 19e siècle, du début du 20e siècle, élaborées justement dans le cadre de la colonisation. Alors, on se rappelle des actes de la conférence de Berlin, par exemple, ou encore les traités élaborés entre les puissances coloniales, soit sur les eaux en Afrique, par exemple, sur la navigation des fleuves en Afrique, ou encore sur les frontières. Donc, il y a un comportement que ces États adoptent vis-à-vis de ces règles qui les précèdent. Soit ils procèdent par remise en cause, ou ils procèdent par appropriation de ces règles. Et ce processus de contestation va conduire soit à la récréation
de la règle, c'est-à-dire on peut maintenir la même règle, mais on va la réaménager. Ou encore, on procède tout simplement à la création de nouvelles règles. Donc, le processus de production du droit international africain, même si il met l'accent sur, disons, le recours à la voie conventionnelle, que vous pourrez voir justement dans le travail, mais procède justement par le déploiement de ces différents types d'attitudes conscientes. Donc, qui permet de sortir justement du discours du mimétisme dans l'élaboration du droit international africain. L'autre élément, c'est, disons, l'ordre international qui émerge à partir de ces éléments. C'est un ordre qui essaye de mettre ensemble un certain nombre ou d'hybrider un certain nombre de paradigmes. Alors, on a par exemple le cas de ce qu'on a appelé, ce que le professeur Luc Sinjun a appelé le paradigme Berlin-Addis Abeba, c'est-à-dire c'est la structuration de l'ordre international africain depuis la conférence de Berlin jusqu'à Addis Abeba en 1963 et jusqu'à l'avènement de l'Union africaine. Nous avons un ordre qui est régi par les principes de la souveraineté, par la non-ingérence, par le respect des frontières. Donc il y a une sorte de sacralisation quelque part des frontières qui est effectuée dans cet ordre-là, ou bien des souverainetés nouvellement acquises. Et notre collègue l'a précédemment souligné, qui a un impact justement sur la pratique du droit, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Donc, il y a ce premier paradigme-là. Il y a un second paradigme que j'ai appelé le paradigme Sirte-Lomé, c'est-à-dire c'est l'ensemble des initiatives entreprises par les États africains à partir de 1990 et qui a consisté justement à se détacher ou en tout cas renouveler justement leur conception et leur pratique du droit international. Bien sûr, avec toutes les limites que vous connaissez parfaitement bien, mais qui a permis d'introduire un certain nombre d'institutions, mais aussi un certain nombre de normes et de réinterprétation des normes dans le cadre de l'Union africaine, mais aussi dans la pratique générale des États. Les poussées qu'on connaît aujourd'hui en matière d'intégration économique vont aussi dans ce sens, en matière de mise en place d'un système de sécurité collective, vont aussi dans ce sens, mais aussi en matière de démocratisation et de respect des droits de l'homme, avec bien sûr toutes les limites qui existent dans ce sens-là. Donc, ici, on a pu voir qu'il y a un lien entre, justement, le cadre sociologique d'élaboration, ou en tout cas le cadre socio-historique qui est la société internationale africaine, la conscience internationale africaine et le processus d'élaboration du droit international africain. L'autre élément important, c'est le renouvellement du cadre conceptuel de l'analyse des fonctions du droit international. Dans le cadre de cette recherche, nous avons essayé de déployer un certain nombre de concepts pour justement analyser les finalités du droit international africain, ou en tout cas les missions qui sont assignées au droit international africain. Alors, on s'est appuyé bien sûr sur un certain nombre sur les travaux qui sont effectués par les États africains dans le cadre des différentes institutions, que ce soit l'agenda 2063 ou encore le droit positif qui est international positif africain qui est produit, par exemple le protocole sur le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ou encore un certain nombre de documents qui sont produits, par exemple sur la défense commune et la non-agression sur le continent, ou encore les textes publiés dans le cas sur la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, l'ensemble de ces outils permettent aujourd'hui de faire un certain nombre d'analyses qui nous ont conduit à déployer le concept de Pax Africana du professeur Ali Mazroui. Ali Mazroui est un politiste kenyan, l'un des plus connus sur le continent, qui est décédé, qui a proposé dans les années 67 le concept de Pax Africana.
il s'est posé la question, à partir du moment où les puissances coloniales sont en train de quitter le continent, qui va assurer l'ordre sur le continent ou la paix sur le continent? Alors, il répondait lui-même que ce sont les acteurs africains eux-mêmes qui devront justement assurer la paix sur le continent, donc qui devront travailler pour s'auto-pacifier. On sait que le concept a fait l'objet de beaucoup de critiques et a suscité beaucoup de débats parce que ça introduisait l'idée que par la colonisation bénigne, les États les plus puissants du continent devaient pouvoir recoloniser les États les plus faibles afin de leur permettre de se remettre sur leurs pieds. Alors, cette vision très réaliste a été contestée par d'autres qui ont considéré que la démocratie et le développement économique devaient être des éléments beaucoup plus mis en avant dans le processus d'autopacification des États africains. Alors, quand nous avons analysé le processus de production du droit international par les acteurs africains sur le continent, nous avons justement déduit cet élément qu'il y a une visée dans ce processus-là qui a justement d'user du droit international pour produire des institutions, produire des règles, produire des normes qui puissent permettre justement à ces États de s'auto-pacifier. En se dotant des moyens pour recourir à la force, et ce qu'on a pu voir avec l'avènement de l'Union africaine, mais aussi en essayant de réguler les processus politiques à l'intérieur des États pour les pousser justement à avancer vers la démocratie, plus de démocratie. Et donc, ou encore renforcer les intégrations économiques pour justement permettre justement de renforcer les relations entre les États et encore une fois avancer dans le sens de l'autopacification. Donc, dans ce cadre-là, nous avons pu proposer deux concepts essentiels. Le concept de Pax démocratique africaine qui se démarque du concept traditionnel de Pax Democratica qui avait été mis en avant dans les relations internationales sur la base de la philosophie kantienne, qui considérait que les démocraties, du fait de la nature de leur régime politique, ne se faisaient pas de guerre. Alors, dans le cadre africain, on a des systèmes politiques qui ne sont pas encore entièrement démocratiques, mais qui considèrent que la démocratie, si elle est introduite, peut permettre justement de pacifier, d'apporter plus de sécurité à la fois aux individus, mais aussi dans les relations entre les États. De même, ils considèrent à travers l'idée justement de Pax économique africaine que on peut utiliser le levier économique justement pour rapprocher les peuples, pour pacifier leurs relations, mais aussi en développant leurs conditions de vie, on peut justement assurer plus de sécurité. Donc ici, dans cette partie de notre réflexion, notre travail, nous avons fait recours aussi au concept de sécurité humaine, qui est aujourd'hui l'un des concepts mis en avant pour penser la sécurité au-delà de sa conception traditionnelle de sécurité militaire étatique. Donc, enfin, le dernier point, c'est l'ébauche d'une approche critique et prospective du droit international africain. C'est-à-dire qu'à la lumière de l'évolution que nous avons effectuée, des différentes analyses effectuées, nous nous sommes dit qu'il y a une tradition d'approche critique du droit international en Afrique qui doit être, disons, développée davantage en y ajoutant justement un aspect prospectif. Et là, nous sommes basés sur les dernières évolutions de la philosophie en Afrique, de l'épistémologie en Afrique, sur la base justement des travaux du professeur Grégoire Biego, qui est un philosophe gabonais et qui travaille à partir justement de la philosophie néopragmatiste américaine, mais aussi la déconstruction de Derrida. Alors, pourquoi le néopragmatisme parce que justement, dans la tradition juridique américaine, il y a une tradition, on retrouve une tradition fortement pragmatique, où on essaye de sortir justement du dogmatisme juridique, ou en tout cas de la sacralisation d'un certain nombre
de normes ou de principes du droit international qui empêchent justement d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Alors, dans le cas africain, on retrouve par exemple le principe de souveraineté ou bien le rapport qu'on peut avoir avec les frontières. Et là, il y a une opinion individuelle du professeur et juge Youssef Abdelkawi sur la problématique de la conception de la frontière des États africains depuis 1960, qui permet de rompre justement avec un discours dominant qui voudrait que les États africains ont opté justement pour l'intangibilité des frontières. Donc, et qui fait croire que intangibilité des frontières voudrait dire que l'on ne touche pas aux frontières, que les frontières sont sacralisées. Donc, nous, en regardant ces différents travaux, nous sommes dit justement que la nouvelle perspective qui permet à l'Afrique d'aller beaucoup plus en avant, c'est justement d'avoir une conception du droit international qui sorte justement de la fétichisation, du dogmatisme sur un certain nombre de concepts qui bloquent aujourd'hui le processus d'intégration ou bien les relations internationales en Afrique. Donc, d'où le recours justement à la perspective néopragmatiste qui propose une épistémologie qui permet justement de sortir de ces conceptions très figées en matière d'études, d'interprétation et de pratique du droit international. Donc, l'autre élément qu'apporte justement cette approche, c'est le fait d'abandonner l'illusion selon laquelle, en droit international, il y aurait une certaine stabilité, ou encore, il y aurait une certaine transparence des normes. Cette fameuse idée de sécurité juridique, aussi, qui, en droit international, est difficile à défendre. Et donc, ces éléments permettent de donner, in fine, la possibilité aux États africains de se réinventer en matière de droit international, de penser et de dire le droit international, de le pratiquer dans le cadre des objectifs principaux ou fondamentaux qu'ils se donnent, que ce soit les objectifs définis par exemple dans l'agenda 2063 par exemple. Donc voilà un peu, disons, le dernier élément qui est, disons, le dernier élément des résultats de cette recherche. Donc, pour les perspectives, rapidement, voilà, l'objectif de tout ce travail à la fin, ou en tout cas ce que j'envisage après justement cette thèse, c'est assurer une certaine diffusion qui permette justement de partager les concepts qui ont été développés et d'avoir bien sûr aussi le retour de la communauté des juristes, des internationalistes sur le continent et même des politistes aussi sur ce continent, puisque cette thèse pose aussi des jalons de l'étude des relations internationales, contribue plutôt à poser les jalons des études des relations internationales africaines. Mais aussi, voilà, c'est de pouvoir engager un certain nombre d'échanges avec les théoriciens des théories critiques du droit international, qu'ils soient à l'extérieur ou encore sur le continent. Et enfin, c'est surtout de pouvoir avoir un impact sur la résolution d'un certain nombre de questions juridiques ou politiques essentielles sur le continent aujourd'hui. Par exemple, l'analyse des politiques juridiques extérieures des États africains. Donc, cette thèse-là a introduit justement le concept de politique juridique extérieure dans l'analyse du droit international africain et qui, à mon avis, est un axe d'une grande pertinence qui peut être aussi étudiée. Ensuite, des questions comme le différend territorial du Sahara qui bloque aujourd'hui un certain nombre d'intégrations en Afrique du Nord et même aussi qui a des impacts sur l'intégration africaine de façon générale. Donc, c'est de voir dans quelle mesure justement cette nouvelle perspective-là peut permettre de repenser ces problématiques. Il y a la question de la mutualisation juridico-institutionnelle des puissances, qui est l'un des concepts apportés dans le cadre de cette étude et qui permet de poser la problématique du leadership collectif en Afrique, qui est, à mon avis aussi, l'une des questions essentielles sur le continent.
Donc, voilà un peu les éléments que je considère comme étant, disons, des éléments sur lesquels ce travail permettra de réfléchir dans les années qui viennent. Voilà, donc j'ai été certainement un peu plus long, mais je vous remercie pour voilà, votre attention et voilà, je reste à votre C'est moi disposition qui pour vous remercie. des Vous avez échanges. plein d'applaudissements. Vraiment, c'est un exercice intellectuel très stimulant, très raffiné. Voici Merci une infiniment. véritable thèse comme on en voit peu, parce que vous avez justement choisi la difficulté. Et c'est une thèse extrêmement difficile, je l'avais dit tout à l'heure, qui est justement au carrefour entre le droit international, entre les sciences politiques, les relations internationales, l'anthropologie, la philosophie de droit, l'histoire, la sociologie, vraiment. Et puis surtout, vous posez une question très délicate. Existe-t-il justement un droit international africain? Voici une question qui a été posée par un écrivain, Ngonidek, certainement vous avez lu son article en 93, et qui répond par le fait qu'il y a un droit africain international. Il est en gestation, il est en formation, il est encore balbutiant. Et pour justement parler d'un édifice, d'un corpus de règles qui soit celui de l'Afrique, il faut une exigence de spécificité d'une part, une exigence d'effectivité d'autre part. Et c'est là tout le tiraillement entre cette idée d'universalité en matière de droit international et l'idée de spécificité. Et justement, l'Afrique n'a non seulement pu justement convaincre pour attirer l'attention que nous avons un point de vue africain du droit international. On a inspiré le droit international par rapport, par exemple, à la Convention de droit de la mer, et on a plus que cela été innovant et original avec l'article 4H de l'acte constitutif, avec la Convention de Kampala sur les personnes déplacées internes, avec la charte sur la démocratie et la gouvernance. On était même au-delà de ce qu'il y a dans le droit international positif. C'est dire justement, et vous l'avez bien plaidé, que nous avons un droit qui n'est pas seulement interétatique, vous l'avez dit, mais un droit aussi qui se fait au-delà avec les institutions. Et parmi les organes, il y a une édification et un lancement d'un organe qui est le nôtre, la CNIL, la Commission de droit international, a pour objectif, a pour mission justement de plaider pour un droit international typiquement africain. Et tout ce que nous faisons en matière de codification de droit international, c'est justement attirer l'attention sur les spécificités de l'Afrique, du continent africain, des problèmes africains et des solutions africaines aux problèmes africains. J'ai beaucoup admiré aussi votre originalité dans la création d'expressions que je n'avais jamais entendues auparavant, une conscience juridique internationale africaine. Vous parlez d'un droit au service des actions collectives, vous parlez d'une politique juridique extérieure. Voici donc les maîtres mots justement pour le futur, pour la prospection. Vous parlez de prospection, vous allez au-delà et surtout vous suscitez le débat, vous envoyez des ondes positives justement, des synergies positives. Vous dites j'ai besoin d'être écouté par les juristes, la plateforme des juristes, c'est comme ça qu'on fait des connexions, qu'on fait du networking, qu'on fait du recentrage justement de la réflexion africaine en matière de droit international. Et vous dites, mais aussi les politologues, ils ont besoin d'écouter ce discours complètement novateur. Vous êtes dans plusieurs écoles, vous évoquez beaucoup de droits comparés et surtout vous concluez avec beaucoup de perspicacité, beaucoup de courage. Moi, je pense que vraiment, c'est une excellente thèse. Je l'avais parcourue, je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais vraiment, j'ai admiré le courage justement du choix de votre sujet et surtout la manière avec laquelle vous évoquez vos différentes argumentations. Et c'est un exercice pénible de revoir encore une fois la thèse 4 mois après, mais vous l'avez admirablement bien fait. Et tous ceux qui vous ont écouté vous ont applaudi tellement c'était extrêmement intéressant, tout comme le docteur Alassane aussi qui avait excellé. Tous les deux, vous avez eu une mention très honorable et j'espère vraiment que vos thèses seraient publiées. En tout cas, c'est l'heure du débat et je vois depuis tout à l'heure une main levée, le professeur Zani. Peut-être entre-temps, si vous pouvez et si vous avez l'amabilité de mettre vos emails dans la zone de messagerie, comme ça ceux qui voudront vous solliciter à titre personnel pourront vous écrire. Entre autres personnes participantes aujourd'hui, il y a une étudiante qui travaille sur un use cogens africain, Céline Revel, aussi, j'admire aussi le courage avec laquelle elle avait choisi son sujet de thèse. Elle dit qu'il y a un droit impératif africain, typiquement africain. Et il y a une autre thèse qui est dans l'antithèse, Rami, qui est aux États-Unis actuellement et qui travaille sur un sujet sur la global law,
c'est-à-dire aux antipodes carrément. Il parle d'un droit qui serait commun à l'humanité entière. Ce sont des nouvelles tendances aujourd'hui dans les écoles de la Camelot, et on parle de la mondialisation, de la globalisation. Il y a certains recoupements, beaucoup de points d'intersection entre les États, et on est dans une sorte de global law dans les matières de démocratie, de droits humains, de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration, de cyberespace, cybersécurité, etc. Donc voilà, je suis certaine que tous ceux qui sont en train de nous écouter en plein de réflexions à partager, peut-être de questions. Donc, disons que la plateforme est tout à fait ouverte, non seulement pour poser des questions, mais aussi pour faire des commentaires, pour féliciter nos intervenants. Donc, c'est à vous. Professeur Zani, je vois tout à l'heure que vous avez une main levée, donc je pense que je vais vous donner la parole en premier, si vous êtes avec nous. Oui, vous êtes avec nous. Allez-y, professeur Zani, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous et merci Madame Hage pour l'invitation et aussi pour nos deux intervenants. C'était très très intéressant cette réflexion, la première sur justement les droits de l'homme, l'évolution des mécanismes à la fois institutionnels et la production normative dans le cadre de l'Union africaine. Et justement, je rejoins ce que vous avez dit par rapport à le deuxième intervenant qui a innové avec ces concepts au niveau de droit international africain. Et même la question que vous avez posée, existe-t-il vraiment ce droit? Moi, j'aimerais juste vous poser une question. J'ai deux questions pour le premier intervenant qui a parlé sur les droits de l'homme, justement. Est-ce que le problème, parce que vous savez, la production normative est là, je dirais la question qui pourrait se poser, c'est plutôt le lien entre ce normatif et l'institutionnel. Et j'ai l'impression que la conférence des chefs d'État devrait être peut-être nécessite une réforme en profondeur, comme c'est un organe éminemment politique. Toute action, toute ouverture d'enquête ne peut se faire sur le continent africain en matière de droits de l'homme sans l'aval des chefs d'État. Et d'autant plus, vous avez parlé d'un droit pénal africain, je suis d'accord avec vous, c'est une évolution, et même je dirais révolution entre guillemets par rapport au protocole de Malabo, mais vous savez très bien aussi les critiques sont apportées à ce protocole, d'autant plus une des critiques, je dirais, importantes, c'est l'immunité accordée aux chefs d'État, bien que au niveau substantiel, il ramène, je dirais, une nouveauté comme par exemple la responsabilité pénale des entreprises, c'est-à-dire des personnes morales en matière environnementale. Concernant notre ami sur le droit international, notamment sur les relations internationales, sur les théories, le fondement des relations internationales, justement, est-ce que les théories classiques sont encore, vous pensez, qui sont encore dépassées ou non par rapport à ce qui se passe dans nos régions? Et effectivement, vous avez mis en lumière une piste qui est intéressante sur ce mimétisme institutionnel au niveau international. Voilà. Je vous remercie encore et bravo pour ces interventions riches et stimulantes, mais surtout aussi, je le dis toujours, c'est pas parce que une amie proche, mais on doit aussi beaucoup, et l'Afrique, on n'est que heureux d'avoir avec nous Madame Hege, parce qu'elle a fait beaucoup pour le continent africain, notamment dans le cadre de la Commission africaine de droit international, et surtout avec le master Union africaine en Tunisie, qui est une grande révolution et innovation en la matière. Voilà. Donc, je vous remercie encore et merci de m'avoir donné la parole et bravo pour nos deux intervenants. Merci, Madame Hager. C'est moi qui vous remercie. Donc, ceux qui prennent la parole, je vous prie de vous présenter. Professeur Mahmoud Zani, notre collègue,
professeur des universités à la faculté des sciences juridiques, parmi les membres fondateurs de notre master. Et il donne des cours sur le droit de l'intégration, les théories d'intégration et au-delà, mais aussi il est membre fondateur de notre laboratoire de recherche en droit international et il est de nationalité algérienne, mais il vit ici en Tunisie depuis quelques années. Et vous aussi, cher professeur, vous avez votre empreinte en matière de droit international. Je vous remercie de ces différentes questions. D'ailleurs, j'allais poser la même question en matière de droit pénal africain, mais je vais surtout donner la priorité aux participants, aux étudiants, aux doctorants, et ensuite je vais poser mes propres questions. Donc, j'aimerais qu'on pose toutes les questions ensemble et laisser le dernier mot aux deux doctorants, comme ça, ils auront à répondre en vrac. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a une main levée? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des questions sur la messagerie? Je crois qu'il y a monsieur Mustapha Abdelkader. Allez-y, Mustapha. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour professeur Hajer, bonjour chers intervenants, bonjour à tous les participants à ce webinaire. D'abord, je tiens à vous remercier professeur pour tout ce que vous faites dans le cadre de votre master et je vous félicite pour votre accession très salutaire à la tête de la Commission africaine de droit international. Je suis Mustapha Abdelkader, je suis diplomate de carrière. Je vous suis depuis Copenhague, Danemark. Et je tiens vraiment à féliciter les deux intervenants pour la qualité de la présentation, mais surtout pour la quintessence, la pertinence de leur thème de recherche et des fruits qu'ils ont pu avoir à la fin de leur travail extrêmement laborieux. Je tiens particulièrement à remercier Sofianou, qui est enseignant au niveau de l'université d'Ottawa, cette université que j'ai fréquentée de la première année jusqu'en Master 1. Et surtout, je le félicite non seulement pour sa brillante thèse, mais aussi pour l'intérêt qu'il accorde aux droits de l'homme. Ces droits de l'homme qui sont aujourd'hui un domaine extrêmement intéressant. Et j'ai eu même l'honneur de représenter l'université d'Ottawa au concours africain des procès similaires de 2014 à Nairobi, au Kenya. À cet égard, je remercie aussi du passage où je salue Dr Absatou, que je vois ici, qui est l'une de nos enseignantes à l'Université d'Ottawa. Au premier intervenant, j'ai eu quelques questions à lui poser, particulièrement par rapport à son thème si pertinent et d'actualité qu'est l'individu dans le système africain de protection des droits de l'homme. Docteur, au regard de la disposition de l'article 34.6 du protocole de Ouagadougou qui verrouille l'accès des individus à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au niveau des réformes envisagées, considérez-vous envisageable au niveau de l'état actuel des choses la suppression de cet article pour que l'accès à la Cour africaine puisse devenir aussi libre et facile comme c'est le cas aujourd'hui avec la Cour européenne des droits de l'homme depuis l'adoption du protocole numéro 11. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est celle de savoir, au regard de la multiplication des juridictions compétentes en matière de droits de l'homme, quelles sont les solutions envisageables afin de minimiser le risque de la fragmentation du droit international africain? Je vous remercie et je laisse la parole aux autres intervenants. Merci, professeur, pour tout ce que vous faites pour la promotion du droit africain. Merci. C'est moi qui vous remercie pour la pertinence de vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? On a légèrement débordé du timing. On était supposé terminer à 15 heures, mais vu quand même la consistance de ces propos, donc je pense qu'on peut aller jusqu'à 15h30, heure de Tunis, donc d'ici une quinzaine de minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Oui, bonjour, professeur. Allez-y, Steve.
Merci, professeur Adia. C'était un réel plaisir de vous retrouver dans ce magnifique panel. Je peux vous dire tout le plaisir que j'ai eu à écouter les deux intervenants. Je suis Dr Steph Tameton du Cameroun. Je suis directeur adjoint de la division gouvernance et démocratie au CAFU Policy Institute, qui est un think tank. Et je suis également enseignant associé à l'Université catholique d'Afrique centrale. Je préfère m'arrêter à ces différentes casquettes. Merci infiniment, professeur Adja, pour ce moment de partage et de plaisir. Mais c'est davantage aux deux intervenants que reviennent toutes les fleurs, parce que c'était dense et c'était riche. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les écouter malgré plusieurs occupations, et puis je tenais absolument à le dire. Alors, je vais aller d'abord avec le premier intervenant. Je l'ai pris systématiquement en cours, mais le thème sur l'individu dans le système de protection des droits de l'homme est fondamental. Je voudrais poser simplement une question. Je crois que le prédécesseur a parlé de l'article 34, alinéa 6 du protocole de Ouagadougou, mais je ne sais pas si le premier intervenant a essayé de questionner la pertinence, l'opportunité et surtout l'intervention de l'individu au regard du nouveau protocole sur la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Je ne sais pas exactement comment l'individu est appréhendé dans ce sens, mais je ne sais pas si sa contribution a abordé cela, mais je pense que c'est un aspect qui est important au regard surtout de l'épée de Damoclès qui pend un peu sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui évidemment, on le sait, est en sursis, mais qui fait un travail remarquable, malgré le fait que le protocole sur la Cour africaine de justice et des droits de l'homme n'est pas encore entré en vigueur, mais il est appelé évidemment à remplacer cette cour-là. Donc, il serait peut-être important de se projeter et de voir un peu la pertinence, comment la question de l'individu est perçue dans ce nouveau protocole sur la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Donc, je souhaiterais l'entendre également dessus. Alors, au deuxième intervenant, rapidement, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai eu à le voir convoquer des auteurs camerounais, notamment le professeur Joseph Marie Bipomo, le professeur Maurice Kamto en droit international. Alors, deux questions que je voudrais poser. D'abord, la notion de droit international, je vais droit international africain moderne. En lisant, j'ai posé la question, est-ce qu'il existe un droit international africain classique? Ça, c'est vraiment une interrogation. Je crois qu'elle plonge dans l'interrogation que vous-même vous avez posée, le professeur Adjer, en disant, existe-t-il déjà un droit international africain? Alors ça, c'est la première question. La deuxième, c'est la perception que j'ai du droit international, la plupart du temps, tend parfois à se dire, il faut un droit international africain. Mais est-ce que le droit international africain a besoin de se singulariser et de s'affirmer comme tel? Parce qu'il me semble que ce droit, il existe et il plonge de manière universelle, il puise dans un certain nombre de règles universelles, mais il se distingue par ses spécificités. Évidemment, ça revient à la polémique qu'on a souvent entendue par rapport à la philosophie africaine. Existe-t-il une philosophie africaine, des auteurs qui le défendent, des auteurs qui ne le défendent pas? Donc ma question c'est, est-ce qu'il est aujourd'hui important toujours de continuer à marteler, à vouloir systématiser essentiellement l'existence de ce droit international africain? Je voudrais remercier encore les deux auteurs. Je m'empresse vraiment de dire que les concepts qui ont été mobilisés par le second auteur sont extrêmement importants. La conscience juridique africaine, j'ai été bluffé totalement et je suis vraiment flatté de pouvoir lire ces travaux et d'en tirer la substance. Merci encore, professeur Adjer, et croyez-moi, du côté de l'Afrique subsaharienne, on vous écoute très bien et le travail que vous faites est remarquablement apprécié. Merci à toutes et à tous. Bien, ça me fait plaisir et vous aussi, vous êtes quelqu'un de très pertinent et je respecte et j'admire tout ce que vous faites au Cameroun et au-delà. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Sinon, on va écouter les réponses. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, la dernière question. Présentez-vous tout d'abord. Il y a beaucoup d'oiseaux autour de vous. Vous êtes dans pleine nature. Abdoulaye, vous voulez prendre la parole ou pas? Le temps nous est compté, s'il vous plaît. Donc, si jamais vous avez une question et qu'on n'arrive pas à vous écouter, vous pouvez toujours l'écrire dans la messagerie. Et donc, moi, juste dans le prolongement de ce que disait tout à l'heure le professeur Zani,
par rapport à la justice pénale internationale et par rapport à la réforme de cet organe juridictionnel, la future Cour de justice et des droits de l'homme, qui est jusque maintenant c'est un fantôme juridique, mais en tout cas c'est un beau projet. Il y a deux choses, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Si on voit un peu les avantages, on va voir que le protocole de Malabo innove dans le sens où nous avons 14 chefs d'inculpation en matière pénale, et donc au-delà des crimes internationaux connus de la part de statut de Rome, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide, on va aller plus loin. Et là, c'est la spécificité africaine. On parle de changement anticonstitutionnel de gouvernement qui deviendra un crime international passible de la future cour fusionnée. On parle de crimes contre l'environnement, on parle de crimes d'esclavage, on parle de crimes au niveau de la piraterie, etc. Il y a plusieurs chefs d'inculpation et c'est un point positif, je pense, par rapport au balbutiement que fait la communauté internationale depuis la rédaction du Code sur l'humanité jusqu'à Statut de Rome. En tout cas, ça, c'est un pas en avant. Le pas en arrière, c'est justement ce que évoquait le professeur Zani en matière d'immunité. Et moi-même, je suis rapporteur spécial sur l'étude sur l'immunité en droit international et je fais de mon étude un plaidoyer pour contrer ce fameux article 46A bis qui donne l'immunité au chef d'État en exercice en cas de commission de crimes internationaux. Et je pense que ce texte est en contradiction non seulement avec le libellé de l'article 29 du statut de Rome, où on fait justement en clôture cette question d'immunité et d'impunité, on dit défaut de pertinence de la qualité officielle en cas de crime, mais aussi des contraires même avec notre texte phare qui est l'acte constitutif de l'Union africaine. Et nous avons l'article 4 avec les principes, article 4O et MP, où on lit justement on est contraire à tout ce qui est impunité dans la constitution, si vous voulez, de l'Afrique et de l'Union africaine. Donc j'ai lu cette partie parce que j'étais très intéressée dans votre thèse et je n'ai pas vu beaucoup de prise de position. Est-ce que vous pensez justement qu'en matière de réforme de la justice africaine, c'est un problème, c'est un recul, c'est un pas en arrière? Ou bien est-ce que vous pensez, et surtout, entre autres critiques, zéro ratification quand même, depuis le protocole de Sharm el-Sheikh qui n'est jamais entré en vigueur, on va aller vers un autre protocole, celui de Malabo, qui n'est jamais entré en vigueur, mais en plus, zéro ratification. Et donc, je suppose qu'il a été écrit dans un contexte politique bien précis, celui où la CPI était basée sur l'africanisation des affaires, avec les affaires d'Omar Béchir et de Kenyatta. Et donc, le contexte n'étant plus en vigueur, peut-être que les États africains n'ont plus envie que ce protocole entre en vigueur. En tout cas, le bureau du conseiller juridique, en décembre 2022, on a fait tout un workshop aux Zanzibar par rapport à ces différentes questions. Il y a eu autour de la table des juges de la Cour, mais aussi des commissaires de la Commission des droits de l'homme. Et en général, la plupart d'entre eux ne sont pas très chauds pour l'entrée en vigueur de ces deux protocoles, Sharm el-Sheikh et le protocole de Malabo, en disant qu'il est impossible pour 14 juges africains, 15 juges africains, d'avoir à la fois la section pénale, la section droits de l'homme, mais aussi la section générale, qui est ce que fait maintenant la CIJ, donc les différents entre les États, et c'est des différents très compliqués, des frontières d'interprétation des textes juridiques et autres. Et donc le projet est ambitieux, mais en même temps, il reste utopique et irréaliste, surtout en matière de droits de l'homme. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent qu'on est en train de faire noyer les questions des droits de l'homme dans d'autres sections. Et ce n'est pas très sérieux, justement, d'autant plus que vous l'avez dit dans votre présentation, tout ce que nous connaissons en matière d'arrêt de la Cour des droits de l'homme, qui pratiquement à 95% ne sont pas exécutés. Donc, à chaque sommet de l'Union africaine, la Cour fait rapport. Donc, les rapports annuels en général, la Cour fait état de non-exécution de ces arrêts. Il n'y a pas de mécanisme contraignant pour mettre en œuvre les arrêts de la Cour, d'où justement des solutions en aval. Ne pensez pas que pour des questions de droits de l'homme, le système de droits de l'homme, il faudra aller dans les consciences, comme je l'avais dit tout à l'heure, instaurer une véritable démocratie, travailler sur la génération pour vulgariser les systèmes relatifs à la protection et la promotion des droits de l'homme, au lieu d'attendre justement qu'il y ait guerre, qu'il y ait crime, qu'il y ait torture, qu'il y ait emprisonnement, etc. Que pensez-vous des véritables palliatifs en matière de droits humains? Comme je l'ai dit tout à l'heure,
un problème qui reste totalement à la couleur du jour, à l'ordre du jour, même si on a l'impression que c'est du classique, que les droits humains en Afrique, c'est un peu des questions taboues, ce sont des questions figées, ce sont des questions qui demandent des générations. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées au deuxième intervenant, donc, et je suis tout à fait d'accord avec ce mal. Donc Steve avait dit, c'est encore un droit africain moderne, y a-t-il alors un droit africain classique? Dans son intervention, le docteur avait commencé par l'étude de 1960, l'étude de Joseph Marie sur le droit international africain, la seule étude qui a été faite juste une dizaine d'années après les indépendances. Et donc, on a envie quand même de savoir, peut-être à niveau de votre introduction, vous l'avez fait, est-ce qu'on a vu qu'il y a eu quand même un droit communautaire africain classique qui était avant même l'indépendance des États africains, où vous pensez qu'on a basculé directement vers la modernité, vers des conceptions modernes du droit international? Voici donc, je vais donner la parole dans l'ordre aux intervenants pour écouter de façon ramassée. En tout cas, je souscris entièrement à tout ce que vous venez de dire, les différentes personnes qui avaient pris la parole, qui avaient admiré les deux sujets, et surtout de valoriser et de mettre en avant l'expertise que nous avons au niveau du continent africain. Notre continent grouille d'experts, de connaisseurs en la matière, de personnes vraiment qui méritent beaucoup d'encouragement. Nous avons une voix. Il faut faire écouter notre voix. Il y a la position africaine au sein des Nations Unies, donc il ne faut pas qu'on soit effrayé. Donc le fait qu'il y ait des juristes aussi percutants, aussi professionnels, vous devrez justement faire en sorte de faire écouter votre voix et en même temps aller vers les institutions internationales universelles. Je lis la CDI, il y a très peu d'Africains quand même qui ont laissé une empreinte au niveau de la CDI, au niveau de la CIJ. Quelqu'un a évoqué Abdel qui était président même de la CIJ, qui a fait beaucoup de dissidents de droits individuels, parmi les rares juristes qui avaient aussi été très percutants, Mohamed Banouna. Voici donc un peu l'expertise africaine à l'échelle internationale universelle, et tout ce que nous souhaitons justement, c'est de vous voir parmi les docteurs, les différents participants qui seraient des docteurs plus tard, des personnalités connues dans le monde du droit international, quand même, il faut être fier de nos compétences, il faut les mettre en avant, il faut les écouter. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein. C'est juste vous mettre en avant, faire savoir que voilà, nous avons quand même un mot à dire en matière de droit international. Voici donc un peu mes commentaires et un remercie encore une fois les deux intervenants. Je commence par le docteur Alassane par rapport à toutes les questions qui vous ont été posées. À vous la parole. Merci, professeur, pour la parole donnée. Merci à tous les participants pour leurs commentaires et leurs questions. Alors, je voudrais commencer par la question du professeur Mahmoud Zani. Alors, il se pose la question du lien entre le normatif et l'institutionnel et la question de l'immunité des chefs d'État, le pouvoir de la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Tout ça dans la mise en œuvre du système africain de protection des droits de l'homme. Alors, la question des immunités, c'est peut-être, le professeur Hajer l'a souligné, c'est la plus grande régression qu'il y a eu dans la forme du droit international africain de protection des droits de l'homme, parce que, situons encore le contexte, c'est que dans le cadre de la contestation du travail qui est effectué par la CPI, qui met en œuvre justement un article du statut de Rome qui parle de la non-pertinence du statut officiel, justement. Donc, on pourrait dire que c'est plutôt une volonté de se soustraire, donc les chefs d'État de se soustraire de la justice internationale, et donc d'aller vers une certaine impunité. Et qui dit impunité dit manque de réaction vis-à-vis des violations des droits de l'homme. Alors, le dernier rempart de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
dans le cas des pays qui n'exécutent pas ou qui exécutent de manière inefficace les décisions prises par la Cour, c'est bien la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La Cour fait rapport à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et comme il a été souligné, il s'agit d'un organe politique. On voit très mal cet organe-là prendre des décisions révolutionnaires parce que, quelque part, les violations des droits de l'homme sont en partie reprochées aux membres de ce conseil-là, de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement. En tant que premier responsable des États, les chefs d'État sont quelque part, et le travail qui est fait par la Cour pénale internationale le démontre, sont quelque part comptables des violations des droits de l'homme. Il y a comme une solidarité, si vous voulez, dans le crime entre les chefs d'État et de gouvernement. Donc la solution qui a été préférée au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et des peuples, c'est plutôt un suivi judiciaire. La Cour ne rend pas compte à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, c'est elle-même qui fait le suivi, qui effectue le suivi de l'exécution de ces arrêts. Donc on a plutôt une préférence là-bas pour le judiciaire. Donc peut-être que c'est une solution aussi envisageable, de telle sorte que la Cour puisse avoir une certaine marge de manœuvre dans le suivi et l'exécution de ces décisions. Alors, M. Moustapha Abdelkader a parlé de l'article 34.6. Alors, depuis 2020, avec le retrait de certains pays ouest-africains et d'abord du Rwanda, de la Tanzanie, de leur déclaration en vertu de l'article 34.6, parce que l'article 34.6 permet aux États de faire, à un moment donné, de l'expression de leur volonté à être liés par le traité, donc de faire une déclaration permettant aux individus et aux ONG de pouvoir intenter des actions devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et avec le foisonnement des requêtes contre certains pays, notamment le Rwanda, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, ces États-là ont décidé tout simplement de retirer cette compétence-là, cette possibilité pour les individus de pouvoir saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est là de notre contraste avec la provision normative quand on sait que un droit, même s'il a été donné quelque part à l'individu ou bien il a été consacré, si l'individu ne peut pas réclamer sa garantie devant une juridiction, il ne s'agit pas d'une garantie en soi. Ces droits ne sont pas justiciables puisqu'il ne peut pas faire l'objet d'une réparation devant une juridiction internationale. Voilà ce que pose comme problème l'article 34.6. Alors, est-ce que c'est envisageable? Mais en tout cas, c'est souhaitable. C'est souhaitable que les réformes à venir puissent aller dans le sens de la suppression de cet article 34.6 du protocole de Ouagadougou. Alors, ce qui m'amène vers la question du professeur Steve, qui parle de l'accès de l'individu à la future Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. Le contenu de l'article 34.6 est retenu devant la future Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. Donc, en termes d'accès, je dirais qu'il n'y a pas encore une avancée significative en termes d'accès à la future Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. Ce qui pose un problème. Est-ce qu'on voudrait vraiment lutter contre l'impunité ou les impunités qu'il y a sur le continent, ou bien on voudrait plutôt offrir ou retirer certaines catégories d'individus, je dirais, de la justice internationale. Justice internationale, même si elle a un aspect pénal, qui a pour effet de réparer les violations des droits de l'homme qui ont été commises à travers donc les infractions graves au droit international pénal. Alors, cet aspect pénal, donc, on peut dire que c'est une avancée dans une certaine mesure, dans la mesure des préoccupations
qu'il y a en Afrique, plus qu'ailleurs dans le monde, telles que la question de la bonne gouvernance, la question des coups d'État, la question des déchets, des atteintes à l'environnement, qui ont été consacrées comme des infractions au droit international africain. Le professeur Ajer l'a rappelé tout à l'heure, il y a 14 infractions au droit international africain qui ont été consacrées par le protocole de Malabo, qui fusionne, ou plutôt qui étend la compétence de la future Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la compétence, pénale. Donc, sur cet aspect, c'est une avancée, mais sur l'aspect de l'accès de l'individu, ce n'est pas véritablement une avancée. On va plutôt parler d'un certain recul. Alors, la solution que propose le professeur Ajer, je pense que c'est qu'il faut travailler sur la conscience des États et des individus. Parce que des individus et surtout des dirigeants. Parce que si sur un territoire, si dans un pays,